C'est la nuit, sournoise, noire, emplie de peur et de doute, haletante, attente. Des bribes de Zorna sont happées par les fouets du vent, puis elles retombent et se mêlent à ces gémissements. Les pas lourds des cohortes grises résonnent dans les âmes glauques qui hantent la boue des jours. Les douleurs s'exsudent en autant d'humeurs scameuses, épaisses, régurgitation de choses innommables, gluantes, cloaques de fiel. Des bulles y remontent à la surface, y enflent démesurément avant d'éclater en miasmes immondes. C'est la nuit. La 63e nuit. Depuis la veille de l'an 1 des frères de novembre, de la dignité trop longtemps bafouée. La 63e nuit à attendre la lumière promise. Depuis que les cavaliers de l'aube, Fursan el-Fajr, avaient brisé les chaînes cruelles. La main droite sur le cœur, le regard figé sur les lointains où les aurores cloîtrées étaient incarcérées, ils avaient juré d'une seule voix, vibrante d'émotion, qu'ils libéreraient le tumulte de dignité qui bouillonnait dans les cœurs serrés. Ils avaient juré qu'ils uniraient leur volonté d'acier en un seul fleuve puissant qui dévalerait les collines, les montagnes, les plaines en une crue terrifiante qui emporterait les vieilles souches et tous ces immondices qui empestaient l'air de la vie. Ils avaient juré que de leur souffle puissant, ils disperseraient les noirs nuages qui obscurcissaient les horizons. Ils n'avaient qu'un mot à la bouche: liberté. Lorsqu'ils enfourchèrent leurs noirs étalons barbes à la longue crinière, écumant d'impatience bridée, ils jetèrent un dernier regard, voilé de buée, sur leur famille, qu'ils abandonnaient, qu'ils livraient à elles-mêmes et à la haine de l'oppresseur. Leur famille était devenue tout leur peuple, qu'ils avaient entrepris de libérer. Le libérer de l'ignoble emprise, de l'indignité, de l'injustice, de la servitude. Ils avaient entrepris de lui restituer son honneur, sa liberté. Ils avaient entrepris de libérer Dzaïr, Al-Jazair. Ils s'ébranlèrent en une formidable cavalcade. Leur cri de guerre invoquait la grandeur du Créateur, non pas par fanatisme, non pas parce que c'était le djihad contre le mécréant, mais pour exalter en les cœurs ce qu'il y avait de plus noble. Armés de leur foi en Dieu comme en l'homme libre, ils allaient au-devant de leur destin. Leur fougue faisait trembler la terre, tandis que de leurs vieux mousquets tonnait le barod de l'honneur retrouvé. Pendant que les youyous montaient de la nuit, qui venaient éveiller les hommes à leur dignité. Les cavaliers de l'aube étaient là, soudés les uns aux autres, et ils déferlaient. Sous les sabots de leurs chevaux à la crinière échevelée, des incendies s'allumèrent qui illuminèrent les vallées ténébreuses,
De la plus haute nuit, une aube éclatante, rose et feu, fit fuir les ténèbres centenaires. L'orage que les frères de novembre avaient suscité retentit sur tous les cieux du monde et fit vaciller les Idourer de l'Ourès d'Injarjar. Il fit souffler le vent de la révolte sur les plaines du bas pays et jusqu'aux dunes sereines du Sahara. Des rivières de sang et de larmes affluèrent vers le grand fleuve de la dignité, charriant le malheur et la souffrance en un torrent de tumulte qui fit se rompre les digues noires qui emprisonnaient tout un peuple. Les rangs des cavaliers de l'aube, sous la mitraille, s'étaient disséminés jusqu'à ne plus être que quelques rares survivants. À chaque pas vers demain, tombaient des milliers dont le sang généreux venait irriguer la terre aimée. Puis, de partout, du plus pauvre Gourbi jusqu'à la résidence mauresque, se levèrent les hésitants, tout cela dont le cœur avait été figé par la peur, qui ne savaient plus ni qui ils étaient ni ce qu'ils étaient devenus. Ils se levèrent tous, hommes, femmes et jusqu'aux enfants. Ils marchèrent d'un même pas, sûrs, vers la lumière qui venait à leur rencontre désormais. Il leur restait à franchir une terre de brume et de doute où s'étaient embusqués les charognards de la Révolution. Une voix retentit alors dans le brouillard. Une voix. Qu'est-ce que vous voulez? الاستقلال! روحوا بلادنا! الاستقلال! الاستقلال! نحبوا حريتنا! هاتوا خمس منهم يهدوا! Salam alaikum, bonsoir, Azul. Couverture spéciale donc aujourd'hui sur les événements, sur l'anniversaire du 1er novembre, dont nous fêtons aujourd'hui le 63e anniversaire. Et pour en parler, j'ai ici avec moi Mohamed Kaki, président de l'association Les Oranges. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, bonsoir. Merci, bonsoir. Sadr Sellem devait être des nôtres, malheureusement, il y a eu un petit contretemps et nous aurons au téléphone Montassar Obatron que nous venons de perdre et que nous allons essayer de joindre de nouveau. Mohamed Kaki, d'abord, vous êtes très actif, vous animez cette association Les Oranges. Pourquoi Les Oranges? Les Oranges, c'est d'abord une pièce de théâtre qui raconte l'histoire entre la France et l'Algérie de 1830 à nos jours. Et c'est une association maintenant qui travaille autour de deux axes importants. La construction d'un avenir commun
à partir de la reconnaissance de l'histoire des crimes coloniaux, et puis aussi construire un avenir commun. C'est très important de dissocier deux choses. Ce qu'a fait le gouvernement de la France à l'époque au nom du peuple français et le peuple français. Il ne faut pas mélanger ces deux choses. Pas le gouvernement, les gouvernements. Les gouvernements. L'État français d'une manière générale. L'État français, oui. Bien évidemment, oui. Depuis 1830. Puisque je regardais attentivement tout à l'heure, vous avez prononcé le mot liberté. Oui. Et c'est un mot important. Qu'est-ce qu'ont été les Algériens à l'époque sous la domination coloniale? C'est une situation d'esclavage, il faut le dire. Et ce n'était pas simplement la destruction physique des gens ou la destruction des biens, puisque, ne l'oublions pas, en 1830, lorsque les Français sont arrivés en Algérie, il y avait du savoir, il y avait des universités, il y avait des madrasas, les gens savaient lire et écrire. Je vais apporter de l'eau à votre moulin. D'abord, au cours de cette émission, nous allons recourir à vos interventions, surtout pour essayer de parler passerelle, réconciliation, mais surtout reconnaissance, comme vous venez de le dire si bien, de la France, des crimes coloniaux qu'elle a commis sur le peuple algérien. Mais pour apporter de l'eau à votre moulin, il y a le nom d'un général qui ne me revient pas, que je vais essayer de retrouver. Général Bugeaud ? Non, pas Bugeaud. Le premier soldat français à avoir mis les pieds à Sidi Felluche, et qui était général, et qui fut le premier gouverneur d'Algérie, et qui a laissé des mémoires émouvantes, où il parle beaucoup du peuple algérien. Et entre autres, il avait dit, quand vous parliez d'université de savoir, contrairement à ce que prétendent certains qui disent, qui répètent à l'envi cet aspect positif du colonialisme, ce général avait dit dans ses mémoires qu'il avait été stupéfait par le niveau d'instruction des Algériens lors de l'arrivée des Français en Algérie. Parce qu'ils ne connaissaient pas l'existence des écoles coraniques, où c'était un usage quasi généralisé pour tous les petits-enfants, garçons et filles, d'aller à l'école coranique. Et donc, ils n'avaient pas compris que tout un peuple savait lire et écrire en 1830, au moment où 90% de la population française ne savait ni lire ni écrire. Mais je vous laisse poursuivre. Absolument. Non seulement il savait lire, écrire, mais il savait penser, cher monsieur. Et on peut élargir, parce qu'on parle de l'Algérie. Mais à Kairouan, par exemple, ville historique importante de la Tunisie, oui, qui est une ville formidable, absolument, eh bien, il y avait l'eau qui était adoucie, il y avait des structures architecturales énormes, importantes à la fois en termes de technique, très très avancées, et c'est ce qui nous fait dire que le peuple maghrébin, d'une manière générale, avait du savoir, avait de la culture, et avait une tradition de partage. Et donc, on ne part pas de rien. C'est ça qui est important, parce que vous avez très justement parlé de la fameuse loi 2004, où effectivement, à l'époque, c'était M. Sarkozy qui avait avancé l'idée que finalement, les effets positifs de la colonisation, ouais, du colonialisme. Eh bien non, ouais, le colonialisme, ça a été la terreur. Le colonialisme, c'est aussi quelque chose dont on ne parle pas, et c'est ce que je voulais vous dire, cher monsieur. C'est d'abord une chose très importante, au-delà de la destruction de quelqu'un. Parce que vous pouvez détruire quelqu'un, c'est une chose. Vous pouvez détruire des biens, c'est une chose. Mais ce qui reste en permanence, et c'est ce qui a fait la goutte qui a fait déborder le vase du 1er novembre 1954, c'était stop à l'humiliation. C'est le processus de l'humiliation permanente depuis 1830, c'est-à-dire qu'un arabe doit se coucher. Et ça, c'est quelque chose d'impensé pour un être humain. Aucun être humain dans le monde ne peut vivre dans l'indignité. La dignité, c'est quelque chose pour laquelle les hommes et les femmes, je dirais, meurent. Et donc, c'est pour cette
c'est parce que le colonialisme a produit, si vous voulez, l'humiliation permanente, la ségrégation qui fait qu'en sorte, au fond, un animal est mieux que vous, eh bien ça, c'est quelque chose qui a fait déborder le vase, justement. Et malheureusement, tous les processus qui ont été apportés par la première, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième République, pour améliorer les choses, sont arrivés trop tard. Hein. On parlera du deuxième collège, qui fait que les Algériens n'avaient pas la possibilité d'accéder. C'était des cautères sur une jambe de bois, comme voilà. on dit. Et donc, si vous voulez, c'est tout ce processus-là. On parlera probablement de l'autre 8 mai 1945, oui. Où là, c'est Pourquoi vous dites l'autre 8 mai? Alors, je vous remercie. L'autre 8 mai, nous l'avons intitulé l'autre 8 mai 45 parce que le 8 mai 45 officiel, si on demande... Vous voulez dire officiel en France? En France, oui, mais qui a une résonance mondiale, oui. Puisque le 8 mai 45, c'est quoi? C'est la fin de la victoire contre le nazisme, le fascisme, oui. Et à laquelle, d'ailleurs, il faut rappeler que les tirailleurs maghrébins, dans leur ensemble, et évidemment les Algériens, bien entendu, ont combattu le fascisme à la fois, d'ailleurs, la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale. Et on leur avait même promis qu'à l'issue, pour les encourager, les inciter à s'engager, qu'à l'issue de la guerre, en cas de victoire, l'Algérie deviendrait indépendante et tout le Maghreb avec. Absolument. Et que s'est-il passé ce 8 mai 1945 à Sétif, Guelma et Kharata? Eh bien, les tirailleurs algériens... C'est pour ça que vous dites l'autre 8 mai. Ça veut dire les Français, par exemple, quand ils fêtent le 8 mai 45, c'est la fête de la victoire. Tout à fait. C'est la joie, la fête, absolument. Comme vous le dites si bien tout à l'heure, des bals musettes, absolument. etc. Le 8 mai 1945, pour les Algériens, représente un jour noir. C'est un jour de terreur. C'est un jour où on ne fait pas la fête, monsieur. Pourquoi? Parce que tout simplement... un certain nombre d'Algériens ont manifesté leur joie à la fin de la victoire du nazisme pour avoir simplement participé de leur sang. Et ils pensaient que ça allait avoir des effets sur leurs propres conditions. Et ils pensaient... Mais sinon, je reviens à vous dans un moment, sinon, en 1945, beaucoup de gens qui avaient participé à la répression, parmi d'autres des généraux, avaient dit « là, nous allons être tranquilles pour 10 ans au moins ». Ils ne se sont pas trompés, puisqu'en 1954 éclata le 1er novembre. Restez avec nous. Nous n'avons pas encore réussi à joindre Montassar au Boutron, mais nous avons Hassan Zahraoui, qui est avec nous, un habitué de l'émission, sociologue très connu ici, et que nous recevons avec plaisir. Merci d'être avec nous. Merci, monsieur Jamal Din, c'est ça? Merci. Oui, c'est bien ça, merci beaucoup. Alors, ouais, oui, la question que je voulais vous poser d'emblée est si le 1er novembre est un événement spontané, j'allais dire, ouais. Ou s'il est le découlement d'un processus, d'un enchaînement d'autres événements? Je pense que le 1er novembre 54, d'abord, Allah yarham shuhada, c'est le donc et puis les moudjahidines encore vivants, et puis bon, à tous les gens qui ont participé, parce que ça c'est une révolution conduite par un peuple tout entier. Et le 1er novembre 54, pour moi, ce n'est pas quelque chose de spontané qui tombe comme ça du ciel. C'est quand même ça a été préparé de longue date. C'est le résultat de différentes périodes de résistance du peuple algérien qui n'a jamais accepté la colonisation ni la domination donc française sur l'Algérie. Ça a commencé dès le début avec l'émir Abdelkader, ça a continué par la suite avec el Mokrani, Bouba Mama, donc Mokrani et Cheikh Haddad en 1871. Bref, disons que même si le premier parti nationaliste algérien, l'étoile nord-africaine, est né en France dans l'immigration, eh bien non, c'est parce que ce parti ne pouvait pas être créé étant donné la répression coloniale qu'il y avait à l'époque.
mais c'est le résultat d'une prise de conscience due à des multiples périodes de résistance du peuple algérien qui a abouti à la création de l'étoile nord-africaine et ensuite du PPA, ensuite du MTLD, et on connaît la suite. Donc je viens d'entendre que le 8 mai 45, effectivement, ça a été le grand tournant. Le grand tournant parce que la France, je pense, elle a raté le coche en 47 quand il s'est agi d'accorder le statut de l'égalité pour tous les citoyens, donc y compris les colonisés, mais ça ne s'est pas fait. Du coup, bon, les Algériens, depuis un moment, ils étaient organisés dans le mouvement national. Alors donc il y avait bien sûr différentes composantes du mouvement national. Et le 1er novembre 1954, ce n'est qu'un aboutissement de tout un processus socio-historique précédent. C'est-à-dire que l'organisation n'est pas... Le 1er novembre n'est pas un phénomène spontané. Mais c'est vrai que le déclenchement de la révolution pour cette date est quelque chose qui a surpris du côté français. Et justement, comment expliquez-vous cette, j'allais dire, cette mutation de la lutte, de la résistance qui est passée brutalement du jour au lendemain de la revendication politique qui a été jusqu'à une demande d'assimilation pure et simple, et qui est passée donc violemment, radicalement à la lutte armée, à la révolution armée? Oui, écoutez, Jamal Din, il y a quelque chose qui reste de l'impensé pour ce qui est donc du déclenchement de cette révolution. Mais on est passé brutalement parce que on a vu que les voies pacifiques ne conduisaient pas à grand-chose. En tout cas, elles montraient des limites. On a vu que l'indigène est resté indigène, donc comme un citoyen de seconde zone. Donc on a vu un sujet plutôt que citoyen, les Algériens. Donc du coup, qu'est-ce que vous voulez? Ce n'est pas. C'est vrai que à un moment donné, vous savez qu'il y a eu la crise donc des centralistes et parmi les centralistes donc qui se sont divisés parce qu'il y avait la voix de Messali, il y avait la voix des autres, donc il y avait différentes options possibles pour les responsables du mouvement national. Mais la lutte armée a été donc décidée parce qu'il n'y avait pas d'autres moyens d'accéder à l'indépendance. Peut-être qu'il aurait mieux valu penser préalablement, mieux organiser, parce que franchement, après, le peuple algérien s'est soulevé. Dans mon village de Kabylie, aujourd'hui, il n'y a plus de vieux. Ils sont tous morts au maquis. Il restait mon humble frère qui est décédé en 94, mais tous sont morts au maquis. Et il n'y avait pas vraiment de véritable préparation, si vous voulez, pour la lutte armée. Bien sûr qu'on a mis les conditions du côté des organisateurs de cette révolution, des chefs historiques, mais je pense que face à peut-être la quatrième, je ne sais pas, j'ai pas les chiffres en tête, quatrième puissance mondiale au niveau de l'armée, voire la troisième, l'armée des paysans, parce que c'est les paysans qui se sont soulevés, les livrer comme ça à la bataille, ça a été difficile. Parce que je reviens à vous, Hassan Zahraoui, dans un moment, et je vous poserai la question de savoir si les promesses de novembre ont été tenues, et sinon, comment, avec une telle facilité, des embusqués ont-ils pu voler les fruits de la victoire? Je reviens à vous dans un petit moment. Mohamed Kaki, aujourd'hui, dans l'imaginaire collectif, les Algériens, et surtout à cause de l'exploitation à outrance de ce qui est devenu un véritable fonds de commerce, ça veut dire l'ennemi français, le colonialisme français, aujourd'hui 70% de la population algérienne qui n'ont pourtant pas connu le colonialisme, qui n'ont pas connu la France, qui sont nés après 62, ont été chauffés à blanc
par un régime dont les membres se soignent en France, résident en France avec leur famille, dont les enfants font leurs études en France, qui disposent de fortunes colossales ici en France, et qui donc chauffe à blanc la société algérienne, qui ne discerne plus entre ce que vous avez dit tout à l'heure, l'État français qui a provoqué cet État et qui a réduit tout un peuple à la servitude, et le peuple français, qui lui aussi aujourd'hui, à 60 ou 70, je ne sais pas quelle est la répartition, n'a pas connu le colonialisme en Algérie non plus. Je m'excuse pour la longueur de cette question, mais comment faire pour aller vers une vraie réconciliation entre les peuples? Comment faire aussi pour essayer de concrétiser une condition, j'allais dire, sine qua non, pour pouvoir y aller, qui est celle de la reconnaissance par la France, peuple et État, de ce qui a été commis en Algérie. Alors, vaste programme. Vaste programme. D'abord, cher monsieur, en Algérie, les Algériens sont très bien informés. Je rappelle qu'il y a de très nombreux journaux, il y a aujourd'hui Internet. Il y a des historiens algériens avec lesquels nous travaillons ici, avec des historiens français, etc. Donc il y a toute une... évidemment, chaque État a tendance à instrumentaliser l'histoire. Et si tel est le cas, c'est dommage. En tout cas... Pour ce qui concerne nous autres citoyens, moi je me place en tant que responsable associatif et français héritier de l'immigration coloniale. Et l'héritier, c'est important. Héritier, hein, vous ne dites pas issu. Non, je ne dis pas issu parce que dans issu 2, il y a voix sans issue. Et donc l'héritage, c'est un héritage de courage. Quel est notre imaginaire à travers la lutte armée, politique, diplomatique et internationale? Il faut savoir qu'à l'époque, ce n'était pas seulement un déclenchement armé le 1er novembre 1954. À l'époque, les femmes et les hommes, il faut souligner la lutte des femmes, parce qu'elle n'est pas suffisamment soulignée. Il y avait aussi des moudjahidines femmes qui ont lutté énormément et qui ont versé leur sang à la révolution algérienne. Et donc, leur stratégie a été la suivante. Elle a été d'abord d'exporter à l'ONU le conflit, pour faire en sorte que l'injustice que vivaient les Algériens était une injustice universelle. La deuxième chose importante, c'est que nos frères marocains et tunisiens nous ont aidés, ainsi que les frères égyptiens. Je pense que c'est important, la solidarité du monde arabe à l'époque, elle était éminemment importante. Et c'était aussi dans un processus, je dirais, général de décolonisation. Ça, c'est important. Enfin, la chose que je voulais dire et souligner de manière importante pour dire qu'il nous faut aujourd'hui, parce que la question c'est que faire aujourd'hui? Eh bien, que faire? Il nous faut construire et partager. Construire un avenir en commun, ça veut dire d'abord la reconnaissance de ces crimes coloniaux par la France. Et ça, c'est possible, c'est gratuit et ça ne coûte 0 centime à l'État français. C'est pour ça que... Mais pourquoi tarde-t-il donc tant à le faire? Très bonne question. Et d'autant plus que Macron, avant d'être élu, l'avait laissé espérer. Il avait parlé de reconnaissance inévitable, incontournable. Tout à fait. D'ailleurs, nous avons écrit à M. Macron, président de la République, une lettre pour lui demander solennellement, je dirais, sa position par rapport à cette reconnaissance. Nous avons d'ailleurs reçu une réponse qui laisse entendre qu'il va réfléchir. C'est-à-dire que vous ne revendiquez même pas la repentance, seulement la reconnaissance. Absolument. Qui en soit un mot très fort. Absolument. La repentance n'est pas dans notre vocabulaire puisque je la laisse aux théologiens. C'est un processus, si vous voulez, qui relève de la théologie. Donc nous, on est dans un processus politique de reconnaissance. La reconnaissance n'est pas la repentance. Et ça, c'est important que le peuple français le sache. La deuxième chose importante, c'est que l'histoire coloniale qu'a faite la France, et pas seulement en Algérie, à Madagascar, partout, au Maroc, en Tunisie, etc. Plusieurs pays africains. Plusieurs pays africains, elle a fait des dégâts monstrueux. Eh bien, c'est l'histoire de France. Ça fait partie de l'histoire de France. Et il est dommage
que les Français soient amputés d'une grande partie de leur histoire. C'est pour ça que nous convoquons l'ensemble des processus éducatifs. Je vous parlais tout à l'heure d'une pièce de théâtre que nous avons mis en place avec l'association Les Oranges, qui s'appelait La pomme et le couteau, qui raconte l'histoire du 17 octobre 1961. Moi, je crois vraiment à l'éducation, voyez-vous. Je crois que les Françaises et les Français ont besoin aussi de connaissances avec des outils adaptés. Et c'est à partir de ce travail-là de citoyens qu'on fait aussi bien avec les Algériens d'Algérie qu'avec les Français en France, qu'avec les Français héritiers de l'immigration coloniale. Mais comment expliquez-vous que l'opinion publique française ne soit pas sensibilisée sur ces thèmes-là? Comment se fait-il qu'elle est dans une presque totale ignorance de ce qui s'est passé, qu'elle n'entend pas le désespoir, la détresse de ces Algériens qui ont tant besoin que le colonialisme reconnaisse et peut-être qu'il demande pardon de ces crimes? Tout à fait. Écoutez, monsieur, vous savez, il y a un grand intellectuel italien, un merveilleux intellectuel qui s'appelle Antonio Gramsci, qui a écrit un livre pendant la guerre mondiale. Il a été emprisonné par le fasciste Mussolini. Et il a écrit un livre qui s'appelle « Je hais l'indifférence ». Et dans toute sa thèse, l'indifférence, c'est le poison aujourd'hui général des citoyens. C'est ce qui détruit notre avenir en commun. Vous savez, je m'intéresse au feu qu'il y a dans la maison de mon voisin parce que il faut que je l'aide, parce que sinon, si je ne m'intéresse pas à lui, demain le feu peut venir chez moi. C'est pourquoi il faut de la solidarité internationale et il faut s'intéresser au malheur des autres parce qu'il risque de devenir notre propre malheur. Donc l'indifférence, c'est ce poison-là qui a fait qu'on en arrive à cette situation. Vous savez, le 17 octobre 1961, il y a eu une poignée de gens qui ont manifesté lorsque, ensuite, on a su la répression terrible de ce fameux préfet Maurice Papon, qui a assassiné plus de 300 Algériens dans la capitale, ville des Lumières, à Paris. Eh bien, une poignée de gens catholiques et du Parti socialiste unifié à l'époque, une trentaine de personnes ont manifesté seulement. Vous savez ce qui s'est passé le 8 février 1962, c'est-à-dire 5 mois plus tard, à Charonne, oui. Eh bien, lorsque ces malheureux intellectuels français ont été assassinés, et je leur rends hommage parce que des victimes, c'est des victimes, ils ont été assassinés froidement par la police française parce qu'ils contestaient la brutalité de la guerre d'Algérie, ils étaient venus manifester, eh bien, on en a assassiné 8 personnes ce jour-là, la police française, à Paris, au métro Charonne. Vous savez ce qui s'est passé, je dirais, aux obsèques de ces malheureux citoyens, au Père-Lachaise? Il y a eu 1 million de personnes qui sont venues commémorer et apporter leur solidarité. 1 million de Français. La compassion à dimension variable, voilà. Pour le Donc moins. c'est pour ça que... Encore qu'il faut saluer leur mémoire. Évidemment. Puisqu'ils sont morts un peu pour nous aussi. Évidemment qu'ils sont morts pour nous, mais ce que je voulais simplement vous dire, que ce soit dans l'histoire de la guerre d'Algérie ou à Madagascar, le 29 mars aussi 1947, où il y a eu 100 000 morts en 3 jours par l'armée française, eh bien, il ne faut pas être indifférent. Et donc, c'est cette indifférence-là qui a permis, si vous voulez, qui a donné le feu vert au pouvoir pour écraser les peuples. Restez avec nous. Je reviens à Hassan Zahraoui. Je vous demandais donc si les promesses de novembre ont été tenues et comment expliquez-vous que les fameuses embusquées, pour reprendre le terme qui leur est dû, ont fait pour voler les fruits de la victoire? Écoutez, je ne parlerai pas de voler les fruits de la victoire. Jamal el-Din, il appartiendra aux historiens de juger si les promesses de novembre ont été tenues ou pas. Moi, je pense que dès le départ, déjà, la question
je vous dis, il y a de l'impensé, parce que dès le départ, on aurait pu poser la question de la démocratie, du pluralisme, de la place des langues, des religions dans la future Algérie indépendante. Du coup, je pense qu'on a fait une indépendance pour se libérer du colonialisme sans suffisamment avoir pensé l'après. Ce n'est pas à moi de juger si les promesses de novembre ont été tenues ou trahies. Ce n'est pas, moi je suis sociologue, il y a les historiens qui feront ça, et feront ça beaucoup plus tard avec du recul. Moi, je suis sociologue, je fais des constats. Eh bien, écoutez, quand même, la population algérienne s'est multipliée par pratiquement 5 depuis le début de l'indépendance. C'est multiplié par 5, donc une démographie importante. Il y a quand même eu beaucoup de réalisations. Maintenant, évidemment, la question du pluralisme politique, il en a eu un parti unique, une pensée unique, une religion unique pendant longtemps. À partir de 88, je pense qu'il y a eu du mouvement. Ça a bougé, ça a commencé le balbutiement d'une démocratie qui commençait à naître avec un pluralisme politique. Bien sûr qu'on est loin d'une démocratie parfaite, loin de là, mais on avance quand même, on a beaucoup avancé, et je pense qu'il y a eu des réalisations très importantes. Maintenant, la question du pouvoir, vous posez la question, si vous voulez, du serment de novembre tenu ou pas. L'essentiel, l'Algérie s'est libérée. Après, il appartiendra aux Algériens de construire leur avenir. Alors, question aux sociologues. Oui. Hassan Zahraoui, comment expliquez-vous, j'allais dire, cette propension à l'ingratitude des Algériens à l'endroit de gens qui ont lutté à leur côté, notamment les Français, hein, les Français blancs, comme on dit, et d'autres aussi. Je citerai par exemple, entre autres, le réseau Janssen, pour ne citer que lui, mais il n'y a pas que lui. Il y a de très nombreux Français, particulièrement de gauche, dont certains sont morts pour l'Algérie, pour sa cause, et qui aujourd'hui sont quasiment inconnus de la quasi-totalité de la société algérienne. Oui, non, mais c'est sûr que, bon, je pense que Jamal Din, l'histoire demanderait à être enseignée dans sa complexité. C'est pas parce que je veux fuir le débat que je vous ai dit serment ou pas de novembre, parce que, si vous voulez, il y a tellement de paramètres. Il y a des choses qui ont été réalisées. Il y a des choses qui n'ont pas pu être effectuées. Il y a des choses qu'on n'a pas voulu faire. Mais donc, dans l'ensemble, effectivement, vous avez raison, parce que je pense qu'il y a des zones d'ombre dans cette histoire que les générations plus tard connaîtront. Hein. Mais ce que vous dites est juste par rapport à la reconnaissance pas seulement d'ailleurs des Français, mais de manière générale de tout ce que du sang versé, le prix du sang versé. Tout à l'heure, vous avez parlé de reconnaissance de la France, que ça ne coûtait pas cher. Et c'est vrai que, si vous voulez, aujourd'hui, nous, on célèbre le 1er novembre. On pense d'abord à ceux qui se sont soulevés. On pense aux hommes qui ont conduit le peuple algérien à se battre pendant 7 ans et demi. Je vous assure, je viens de relire à nouveau Mouloud Mamri, dont on doit faire l'émission, Jamal Din. Oui, eh bien, oui. Quand vous voyez donc, si vous voulez, son ouvrage consacré à la guerre, mais c'est terrifiant. Quand vous lisez le journal de Mouloud Pharaoun, c'est terrifiant. Un village d'un seul coup rasé. Vous savez, les camps, les camps de regroupement, c'est toute cette histoire qu'il faut interroger. Mais c'est vrai que ceux qui ont été à nos côtés doivent être reconnus à leur juste titre. Mais c'est pas seulement les Français qui ont contribué, qui doivent être reconnus, auxquels on doit donner des noms de rues. Mais il y a des moudjahidines aussi, des moudjahides qui sont encore vivants, qui se sont battus comme des lions, auxquels on n'a pas donné la reconnaissance suffisante. Bien qu'on les rémunère, bien qu'on leur donne des pensions, il faut reconnaître que, bon, de ce côté-là, les choses marchent plutôt bien. Mais il n'empêche que c'est vrai que le réseau Johnson, les gens qui ont participé au réseau Johnson, qui ont joué un rôle énorme. N'oubliez pas que c'est la Fédération de France du FLN qui n'est pas reconnue à sa juste valeur. Elle n'a pas sa véritable place dans le cadre de l'histoire de la Révolution. Elle n'a pas la reconnaissance qu'il faut.
pour tout ce qu'elle a apporté. C'est la Fédération de France qui a alimenté en finance la révolution, sinon elle n'aura pas pu continuer. Or, ces hommes dont vous parlez, ces femmes, mériteraient évidemment d'avoir un nom, qu'on se rappelle, qu'on les inscrive dans l'histoire, même nationale, dans les livres de l'histoire de l'Algérie. Hassan Zahraoui, Oui. Vous parliez très justement de faire l'histoire de la révolution. Pourquoi Oui. Comment se fait-il que l'histoire de la révolution algérienne, de la résistance algérienne de tout temps, depuis 1830, y compris pendant les longues périodes d'apathie, j'allais dire, pourquoi n'essayait-on pas aujourd'hui de parler de notre histoire de façon réellement dépassionnée, qu'on ouvre tous les livres noirs, les pages noires, qu'on n'ait plus de complexe à dire l'histoire, y compris dans ses replis les plus honteux, j'allais dire. Pourquoi ne pas parler de tout de façon dépassionnée, sans nous jeter la haine les uns aux autres? Oui, je suis d'accord avec vous, Jamaldine, pour pouvoir lever tous les tabous. Il faut absolument dire ce qui s'est passé. C'est pour ça que je vous disais, quand vous lisez Mouloud Faraoun, qui se plaçait dans la position du militant, quand même, j'oserais le mot, disons de l'acteur engagé, mais qui ne faisait pas cadeau non plus aux Moudjahidines quand ils ne se comportaient pas comme il fallait. Ça peut arriver, c'est arrivé dans l'histoire nationale. Il faut lever les tabous de ce qui a été bien, de ce qui n'a pas été bien. Il faut absolument regarder la révolution dans toute sa multidimensionnalité, dans sa complexité. On dit bien qu'on ne peut pas faire d'omelette sans casser des œufs. Eh bien, il faut dire ce côté sombre de la révolution. Il faut lever le voile et le permettre aux citoyens, aux futures générations de connaître leur histoire, l'histoire de l'Algérie indépendante. Cette lutte extraordinaire quand même, il faut le dire, Jamaldine du XXe siècle, c'est une grande révolution. C'est un peuple qui s'est battu. C'est vrai qu'il n'y avait pas, tout le monde n'était pas engagé aux côtés de la LNFLN. Au début, il y a eu de la contrainte, il y a eu de la pression, il y a eu de la menace, il y a eu tout cela. Mais n'empêche qu'au final, le peuple algérien s'était entendu pour faire solidarité, pour faire face à l'ennemi, lequel ennemi ne veut toujours pas reconnaître, puisque vous aviez parlé avec votre invité que je salue, eh bien, si vous voulez, il a fallu arriver à 1997 pour que la France ne passe du mot événement d'Algérie à guerre d'Algérie. Or, c'est quand même incroyable. Donc, toute cette histoire, il faudrait inciter les jeunes historiens. Nous, on est dépassés maintenant. On incarne plus le passé que l'avenir. Il n'empêche que nous avons vécu des périodes très très douloureuses, très difficiles, et donc du coup, il faut absolument dire, écoutez, cette révolution, elle s'est faite, mais elle s'est faite avec beaucoup de sang, beaucoup de larmes, beaucoup de morts. Beaucoup d'abnégation, mais aussi il y a eu des injustices, il y a eu des choses qu'il ne fallait pas faire. Il y a eu donc des situations à laquelle il y a eu des situations douloureuses. La justice n'a pas toujours été présente. Merci. Il faut savoir que mais Louza, pour parler de entre autres, etc. Il faut pouvoir faire face à l'histoire. Allez jusqu'au bout de la vérité sans rien travestir. Oui, merci, absolument. merci Hassan Zahraoui. Voilà. Merci. Mais pour terminer, Jamaldine, quand même, je m'incline devant la mémoire de tous nos martyrs, tous nos shahadas. Je salue les Moudjahidines et aussi le peuple algérien parce que c'est aujourd'hui une fête nationale, même si l'indépendance a été acquise à prix fort, elle est là. Et bien maintenant, c'est aux Algériens de pouvoir faire une Algérie démocratique, plurielle, comme ils le souhaitent. Merci Hassan Zahraoui, au plaisir de vous retrouver bientôt dans notre émission. Mohamed Kaki, nous disions tout à l'heure que M. Macron, président de la République française, avait évoqué donc cette possibilité de reconnaissance des crimes coloniaux, puis plus rien. Depuis qu'il est élu, on n'entend plus parler.
Si vous permettez, moi je n'évacuerai pas la question de fond que vous avez abordée, monsieur, sur la question de la complétude de l'histoire. Je crois qu'il y a deux choses qu'il faut dire solennellement. La première, c'est qu'il faut reconnaître et il faut leur donner une place importante, y compris en Algérie, c'est-à-dire les amis qui ont aidé l'Algérie. Je pense à Fernand Yveton, guillotiné par Mitterrand, comme vous le savez. Je pense également à Maurice Audin, le réseau Janson, bien sûr, et tant d'autres. Il faut dire aussi qu'il y a des Français qui nous ont aidés pendant la guerre et ils doivent retrouver leur place physique dans l'espace public algérien. Aux côtés des résistants algériens qui n'ont pas un moindre mérite. Sauf que les Français qui se sont engagés avec nous, peut-être que nous devrions avoir pour eux une pensée particulière. Bien sûr. Parce qu'ils ont été considérés comme des traîtres par leur propre peuple. Tout à fait. Parce qu'ils n'ont pas supporté que le peuple algérien subisse une telle injustice. Et surtout, il faut le dire, cher monsieur, c'est qu'ils avaient beaucoup de courage, parce qu'ils avaient tout à perdre de s'engager avec nous. Absolument. Vous vous rendez compte qu'il y avait des professeurs qui étaient mariés, qui avaient des enfants, etc. Ils ont tout perdu. Vous vous rendez compte qu'un monsieur comme Fernand Yveton a été guillotiné. Oui. Il a laissé sa femme, sa famille. Il avait une Maurice place. Audin est mort. Maurice Audin également. Après d'affreuses tortures. Voilà. Mais pas seulement. Il faut rappeler aussi celui qu'on appelait tendrement l'antillais algérien, Frantz Fanon. Frantz Fanon. Eh bien, celui-là aussi, il faut lui donner une place importante et privilégiée dans notre histoire. Et enfin, la deuxième chose importante, c'est pour ça qu'il faut travailler des deux côtés de la rive. Et on ne peut pas travailler que d'un seul côté. Vous avez raison, donc votre question est pertinente et importante et il ne faut pas l'évacuer. Moi, je pense qu'il faut à la fois nos amis, frères français qui nous ont aidés dans la Révolution, il faut leur donner une place importante en Algérie et dans notre histoire. Mais pas seulement, y compris nos amis, frères maghrébins. Je pense à Sakiet, par exemple. Le peuple tunisien nous a aidés. Le peuple marocain nous a aidés également. Le peuple égyptien nous a aidés. Et il faut leur donner aussi une place importante dans cette diversité de l'aide qui a fait que nous avons obtenu l'indépendance aussi, pas que, mais aussi grâce à eux. Et la deuxième chose que je voulais dire qui me semble important, l'histoire de la révolution algérienne ne commence pas avec le FLN le 1er novembre 1954, j'en suis désolé. Il faut restituer l'histoire dans sa complexité. D'abord, il ne faut pas oublier les précurseurs, l'étoile nord-africaine de Messali Hadj. Il y a eu aussi le PPA, le Parti du peuple algérien de Messali Hadj, qui a été créé à Nanterre en 1937. J'ai fait un travail important dans la ville de Nanterre pour lui rendre hommage, je dirais, parce que c'est important de dire que l'histoire ne démarre pas en France avec les bidonvilles, avec les rats, la boue, le misérabilisme. Non, les Algériens en France étaient des intellectuels, étaient des gens engagés politiquement, syndicalement, et étaient dans l'action. C'est pour ça que leur arrivée déjà dans les années 20, par exemple, si vous prenez une ville comme la ville de Nanterre, nous avons bâti le premier boulevard du 17 octobre 1961 grâce à notre travail associatif important, et je remercie la municipalité de Nanterre. Nous avons fait un travail important, et c'est ce processus-là depuis 30 ans qui a fait que dans l'espace public, il existe le boulevard du 17 octobre 1961 qui longe de la Défense à la préfecture de Nanterre. Par ailleurs, nous avons fait un travail important pour la reconnaissance aussi d'un homme qui est resté trop longtemps dans l'ombre, un grand savant algérien qui s'appelle Abdelmalek Sayad, et qui avait cette phrase magnifique qui disait « Exister, c'est exister politiquement ». Eh bien, à Nanterre, nous avons fait aussi en sorte qu'il ait une rue Abdelmalek Sayad et un groupe scolaire Abdelmalek Sayad. Donc vous voyez, le combat... Comment avez-vous réussi à faire accepter cela par les autorités françaises? Alors, c'est un travail long et difficile, et de partenariat, où il s'agit de construire et de partager. Nous l'avons fait grâce au savoir, grâce aux colloques, grâce aux multiples conférences, grâce à un tas de choses
importante qui fait que nos partenaires trouvent que ce que nous faisons est crédible. C'est ça qui est important. Et quand on travaille dans la crédibilité, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, il faut que dans l'histoire algérienne, le PPA soit reconnu. Il faut que dans l'histoire algérienne, l'étoile nord-africaine soit reconnue comme aussi un processus précurseur de l'histoire algérienne. Et là, je vous arrête et je vous remercie beaucoup. Nous arrivons à la fin de cette émission. Ça a été un plaisir de vous recevoir. J'espère que vous reviendrez. Avec plaisir. Comme je remercie Sadr Sellem et Mohamed Kaki, peut-être que si la régie en a la possibilité, pourrait-elle nous rediffuser ces images des Algériens que vous avez vues à la fin de mon édito, peut-être. Sinon, معليش une autre fois. بارك الله فيكم. بقوا على خير بسلامة. الاستقلال الاستقلال الحق وحريتنا هدوا خالد منهم يهدوا السوسي تظلم في الحرب الكل الشجعان